Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des décideurs, une tribune des décideurs consacrée aujourd'hui au grand risque de faire du business à l'international. Alors vous le voyez, on dit les grands risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. On va essayer aussi de voir le verre à moitié plein. Nous avons le plaisir de recevoir, en tout cas pour en parler aujourd'hui, Arnaud Vessier. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes cofondateur et PDG, entre autres, d'International SOS. Je dis entre autres parce que vous avez une activité débordante et foisonnante en dehors de cette casquette de PDG d'International SOS. Un métier donc votre métier, c'est d'accompagner les entreprises sur toute la planète et de les aider à avoir le moins de risques possible dans leur métier. À mes côtés, Robert Jules. Bonjour Thomas. La Tribune.fr, notre partenaire. Alors, on va commencer tout de suite par la première séquence, une séquence consacrée au décryptage de l'actualité économique. Alors, un décryptage de l'actualité économique, de l'actualité macro, l'actualité politique, qui fait un peu la une aujourd'hui, puisque François Fillon est mis en cause. Il y a tout un imbroglio entre son intervention supposée auprès de Jean-Pierre Jouyet. Enfin, les deux se renvoient la balle. Ça tombe bien, presque, j'allais dire, non pas cette histoire, mais parce que vous avez travaillé sur le programme avec François Fillon, son programme politique, donc vous connaissez bien l'homme et vous pouvez aussi nous expliquer son état d'esprit. Comment vous réagissez déjà à chaud sur cette nouvelle affaire? Comment est-ce que vous vivez ça? C'est une affaire qui paraît complètement absurde vu du point de vue de François Fillon, où clairement il n'avait rien à gagner à faire ce qu'on prétend qu'il ait fait. Et donc moi mon sentiment c'est que il y a eu une sérieuse série de malentendus qui se terminent en maintenant des positions qui sont totalement illogiques. Mais ça peut aller assez loin, parce que du coup, pour se défendre, il met en cause le secrétaire général de l'Élysée. Donc on voit bien qu'on est dans un problème qui dépasse la simple rivalité politique et qui peut engager l'État. Secrétaire général de l'Élysée, qui est son ancien ministre. Effectivement, mais enfin, moi je ne peux m'en tenir que ce que je connais, c'est-à-dire la personnalité de François Fillon, et je pense que ce qu'il lui est reproché me paraît en total décalage avec ce que je connais de l'homme et la personne avec qui j'ai eu l'occasion de travailler au cours de ces 2 dernières années. Alors, vous l'avez rencontré récemment justement pour travailler avec lui. Il a décidé finalement de bâtir un programme, d'aller au contact de la société civile, d'expertise comme les vôtres. Comment est-ce que ça se passe, le travail avec un ancien Premier ministre ? En fait de façon très interactive, c'est-à-dire que un ancien Premier ministre, par définition, comprend la complexité de la machine administrative, de la décision politique, mais en revanche, il y a le sentiment qu'aujourd'hui, il faut arriver avec un vrai programme de réforme si on veut que le pays redémarre, puisque le pays est aujourd'hui encalminé, et avec un sentiment que les choses vont plutôt se détériorer que s'améliorer. Donc il faut des réformes fortes qui, une fois pour toutes, remettent le pays dans l'international. Je crois que le problème français, c'est qu'on a voulu développer un modèle totalement centré sur nous-mêmes et qui n'a pas compris ce qui se passait, l'explosion, le changement à travers le monde. Et donc le travail est de mettre en place des réformes qui ont déjà été mises en place dans beaucoup d'autres pays, et d'essayer de choisir ce qui a bien fonctionné ailleurs et de l'adapter au système français. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ce programme, je pense qu'il est accessible à bien des endroits, mais ce qu'on aimerait comprendre, c'est comment est-ce que vous êtes rencontrés, comment est-ce qu'on travaille au quotidien avec un ancien Premier ministre, et comment est-ce qu'on peut le nourrir de réflexion, comment ça se traduit, comment ça se sédimente ? Le Premier ministre François Fillon était venu en Angleterre voir le Cercle d'Outre-Manche, qui est un think tank que vous avez cofondé aussi. Que j'ai cofondé en Grande-Bretagne et qui réfléchit, qui compare la France à la Grande-Bretagne et qui essaie de dégager les meilleures pratiques des deux côtés. Du benchmarking, comme on dit. Du benchmarking, en sachant que ce qui est très intéressant, c'est que ce que font les Britanniques, nous le faisons mal, ce qu'ils font bien, nous le faisons mal, et ce qu'on fait de bien, en général, ils le font mal. Donc c'est quasi symétrique. Heureusement qu'ils ne font pas tout bien. Non. D'ailleurs, à l'arrivée, leurs résultats sont un peu meilleurs, mais pas bien meilleurs que les nôtres.
Et donc, l'objectif était d'essayer de faire passer les bonnes pratiques, et en particulier en matière de support aux entreprises, de code du travail, de souplesse et d'insertion dans la compétition internationale. Mais donc c'est des réunions en petit comité, on se réunit autour d'une table, un café, pendant 2 heures, 3 heures, on échange, quelqu'un prend des notes, comment ça marche? Ce sont des réunions avec des groupes de travail, qui sont des vraies réunions de travail, d'abord des réunions collégiales, ensuite du travail individuel, des interviews, ensuite réfléchir si des mesures qui paraissent bonnes sont en fait techniquement possibles et politiquement possibles. Mais le sentiment est qu'à l'arrivée, on arrive avec des solutions ou des propositions qui sont clairement en décalage et qui, je crois, permettraient au pays de redémarrer. Précisément, vous connaissez bien la Grande-Bretagne. M. Cameron a quand même lancé un train de réforme très importante. Comment vous jugez son bilan actuel? C'est assez intéressant parce que son bilan sur le plan de politique économique et politique intérieure est incontestablement bon, puisqu'il y a 6% seulement de chômage et 3% de croissance prévue pour cette année. Donc des chiffres dont on rêverait en France. Et ça a été fait à partir de politiques exactement opposées aux politiques françaises après la crise. En gros, de l'austérité dont on ne veut pas dans ce pays. En gros... Puis un désengagement de l'État aussi, du public. Alors, une diminution de la fonction publique. Il y a eu 550 000 emplois supprimés en Grande-Bretagne depuis 2010 et 1 800 000 emplois créés dans le secteur privé. Là où en France, il y a eu seulement 200 000 emplois créés dans le secteur privé depuis 2010. Donc l'idée en France, ça a été vraiment une relance par l'État et l'impôt pour essayer de tenir les déficits. En Grande-Bretagne, ça a été une relance par le secteur privé. Et clairement, aujourd'hui, les résultats sont meilleurs en Grande-Bretagne. Alors, restons un instant en Grande-Bretagne. Ça vous permet de constater autre chose, la fuite des élites et notamment des cerveaux. Vous avez participé à la construction d'un nouveau lycée à Londres. Ça, vous les voyez arriver, les Français, tous les jours, toutes les semaines, avec ces demandes pour scolariser leurs enfants à Londres? Alors, c'est pas un torrent. Et il faut bien comprendre que l'internationalisation des Français, c'est un phénomène continu. On le voit bien, c'est 2-3% en plus chaque année. Mais c'est un phénomène qui est de plus en plus dans un sens. Là où avant, beaucoup de gens revenaient, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui restent, qui partent pour rester. On a beaucoup de jeunes qui partent. On a vu que les promotions des grandes écoles de commerce ou des grandes écoles maintenant, à hauteur de 30-35%, partent à l'étranger. Ce qui peut être bien si on les fait revenir. Et en Grande-Bretagne, donc on crée des écoles françaises, parce qu'il est absolument clé que les Français, qui soient à Londres en particulier, soient éduqués dans un système français si on veut qu'ils reviennent. Sinon, ils échapperont complètement au système français. Mais alors sur le débat, est-ce qu'il y a une accélération des départs ou pas? Quelle est votre approche Il y a une continuité des départs. Et ce qui est clair aussi, c'est que parmi les gens qui partent, il y a de plus en plus de décideurs. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Il y a effectivement beaucoup de fortunes, de gens à revenus élevés et de décideurs qui partent, pas seulement en Grande-Bretagne, mais qui partent un petit peu partout, puisqu'on a créé l'Europe afin de pouvoir s'installer où on veut. Il est aussi facile de travailler à Londres aujourd'hui que de travailler à Lyon. Il n'y a pas de différence. Mais là, à votre avis, c'est motivé par quoi? Par le poids de la fiscalité, les difficultés légales pour pouvoir mener une entreprise? Si vous regardez Paris-Londres, ce sont les deux grandes villes européennes. Et les deux seules très grandes villes européennes. Donc elles sont en concurrence. Aujourd'hui, Londres est beaucoup plus dynamique, Paris l'est beaucoup moins. Le secteur financier est quand même très important à Londres aussi. Le secteur financier, mais il n'y a pas que... Par exemple, le design aujourd'hui est devenu extrêmement puissant à Londres. Et donc, les gens qui aiment être dans une ville qui soit à la fois politique, culturelle et économique, privilégient Londres aujourd'hui à Paris. Et il faut qu'on arrive à renverser ça rapidement. Alors, autre sujet qui retient votre attention, ce sont les prévisions d'investissement en France qui sont revues à la baisse. Pourquoi ça vous inquiète? La clé pour le redémarrage économique français, c'est l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de croissance. Pourquoi il n'y a pas d'investissement alors? Et il n'y a pas d'investissement. Et non seulement il n'y a pas d'investissement, mais l'investissement, les prévisions qui viennent de sortir montrent que l'investissement va encore diminuer l'an prochain.
c'est extraordinairement préoccupant. Pourquoi il n'y a pas d'investissement? Parce que les chefs d'entreprise ont l'impression que depuis 2 ans et demi, il y a plus de mesures contre les entreprises que de mesures en faveur des entreprises, malgré le discours officiel qui est de toujours d'annoncer qu'on privilégie les entreprises. Ce décalage entre un discours et la réalité crée un sentiment d'inquiétude. Et quand il y a inquiétude, quand il n'y a pas confiance, les entreprises investissent pas ou bien investissent à l'étranger. Allez, dernier sujet pour clore cette rubrique actualité, liée à la marche du monde, le numérique. La France est en retard aussi. Vous trouvez que c'est un vrai souci, ça? C'est un vrai souci parce que c'est un paradoxe. On a les ingénieurs, on a les écoles d'ingénieurs parmi les meilleurs au monde, on forme des gens de très haut niveau. Et en même temps, si on compare par exemple la Grande-Bretagne et la France, la Grande-Bretagne a un pourcentage de son PNB dans le numérique qui est presque le double du pourcentage français. L'investissement dans le numérique en Grande-Bretagne est de 50% supérieur chaque année à l'investissement en France. Donc la France ne s'est pas transformée en utilisant nos compétences. Et c'est un problème essentiellement éducatif. Il faut développer le numérique à l'école. Apprendre le numérique à l'école. Là, visiblement, il y a au moins, sur l'annonce, il y a un plan ambitieux qui veut développer le numérique dans le système éducatif. Vous y croyez ou c'est simplement... Bien sûr que j'y crois, mais d'abord, en France, on a cette habitude d'avoir une dichotomie complète entre l'annonce et l'exécution. La parole est considérée comme exécution. Alors, on sait tous dans nos entreprises que 80% d'un problème, ou 90% d'un problème, c'est l'exécution. Donc, l'intention est belle, ce qui compte, ce sera l'exécution. Mais il faut savoir aussi que les autres continuent à courir. Le problème de la réforme en France, c'est que quand on fait une réforme, on a l'impression qu'on a réformé. On oublie que pendant ce temps, les autres pays réforment continuellement avec une accélération de la réforme. L'investissement dans le numérique dont on parle en France est une réalité aujourd'hui dans tous les grands pays européens, en particulier Grande-Bretagne, ceux du Nord. Donc, c'est plus qu'une intention. Il faut se mettre à exécuter rapidement. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission consacrée à votre business International SOS. International SOS, c'est une aventure qui commence en 1985. Vous allez bientôt fêter votre 30e anniversaire avec un copain d'enfance, un docteur, en l'occurrence le docteur Pascal Ray-Herm. Comment c'est né en fait cette aventure? C'est vraiment une histoire d'amitié parce que Pascal était un médecin du SAMU pédiatrique de Necker qui a été envoyé en Indonésie pour créer le poste de médecin d'ambassade en Indonésie au moment où François Mitterrand était président. Et donc il a créé cette base médicale dans le cadre de l'ambassade. Et à la fin de son service militaire, il a souhaité mettre en place un service médical en Asie du Sud-Est, puisqu'il n'y avait pas grand-chose en dehors de l'hôpital. Lui, venant du SAMU pédiatrique, il avait cette passion de l'urgence qui était peu maîtrisée en Asie à l'époque. On se connaît depuis toujours, on est meilleurs amis depuis qu'on est à 4 ans, et donc moi à l'époque je dirigeais une société aux États-Unis, une société financière, filiale d'un groupe allemand, et on a décidé de le faire ensemble. Donc on a démarré à Singapour en 85, effectivement. Je remarque aussi que ça a coïncidé avec les premiers pas de la mondialisation aussi. Tout à fait, alors on a eu aussi, il faut avoir toujours de la chance pour qu'un business se développe et fonctionne bien. C'est le début de la mondialisation, de la globalisation, et ça commence en Asie du Sud-Est, qui a eu une période de croissance fantastique pendant 13 ans. Alors, et ça marche bien, en effet, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2013, 11 000 collaborateurs, dont 1200 médecins et 200 spécialistes de la sécurité. Quels sont vos principaux axes d'activité, justement ? Notre premier métier, c'est d'accompagner les entreprises ou bien les organisations internationales en matière de santé et de sécurité à l'international, c'est-à-dire de mettre en place des politiques médicales et de protéger les employés qui sont soit voyageurs, soit expatriés, soit implantés dans des endroits difficiles. On peut prendre un exemple concret ? Alors un exemple concret, ça va être dans notre premier client, qui est le département de la défense américain, l'armée américaine, pour lequel... C'est-à-dire que c'est vous qui sécurisez l'armée américaine ? On ne sécurise pas, on s'occupe que de médical pour l'armée américaine. Ils n'ont pas vraiment envisagé la délégation en matière de sécurité. Ça aurait été curieux, oui. Mais en matière médicale, ce qui se fait en dehors des États-Unis, pour les soldats, leurs ayants droit,
c'est nous qui sommes en charge de le mettre en place et de le gérer pour le compte du département de la Défense américain. Donc par exemple en Irak Alors sur les zones de guerre, c'est évidemment les militaires qui s'en occupent, mais dès qu'on est sorti des zones de guerre... Donc, par exemple en Allemagne, quand il y avait des bases américaines en Allemagne, c'était vous qui preniez en charge la santé des militaires américains. Des militaires américains, ou bien nous avons aussi nos propres équipes en Afghanistan, en Irak, qui gèrent pour le compte d'entreprises les affaires médicales là-bas. C'est un business qui se porte bien parce que le monde est de plus en plus dangereux? C'est un business qui se porte bien parce qu'il est fondé sur l'internationalisation des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises mondiales ont une part de leur activité à l'international qui augmente toujours plus vite que leur part domestique. Ce qu'on appelle l'investissement direct à l'étranger ne cesse d'augmenter. Il n'a baissé que pendant 2 ans au moment de la crise économique. Donc les entreprises devenant de plus en plus internationales ont de plus en plus d'employés à l'international et veulent appliquer les mêmes politiques dans le monde entier. Et nous sommes l'entreprise qui permet à ces entreprises, donc à un General Electric, un Alstom, un IBM, de mettre en place ces politiques dans le monde entier et de s'occuper de leurs employés de façon similaire à travers le monde. Et ça, c'est également lié au fait qu'avec la mondialisation, on avait aussi une circulation des maladies, des infections quand même qui se répandaient plus rapidement. Alors, il y a de plus en plus, effectivement, il y a des épidémies. Il y a eu le H1N1, il y a eu le H1N5, il y a évidemment aujourd'hui l'Ebola. Ces épidémies sont dues au fait que les gens voyagent de plus en plus. Et donc, il y avait des épidémies auparavant, mais qui étaient beaucoup plus circonscrites. Mais qui étaient circonscrites. Maintenant, comme les gens voyagent, ces épidémies, soudain, et puis la population est beaucoup plus importante. Alors, parlons justement d'Ebola, faisons un petit arrêt sur cette épidémie actuelle. Est-ce qu'elle est inquiétante à vos yeux? Oui et non. Oui, est inquiétante parce qu'il y a quand même 4800 morts aujourd'hui recensés et que le taux de mortalité reste important pour cette épidémie. En même temps, ce qui est à noter, c'est que les 2 risques essentiels, c'est-à-dire la mutation des virus, jusqu'à maintenant n'a pas survenu, et deuxièmement, il n'y a toujours pas de transmission par voie aérienne. Tant qu'il n'y a pas de transmission par voie aérienne, le risque épidémique est beaucoup plus faible. On peut mettre en place des mesures de quarantaine. D'ailleurs, vous êtes présent dans ces pays, en fait, vous traitez, vous êtes au contact d'Ebola? Tout à fait, on est présent dans tous ces pays. On est au Libéria, on est au Nigeria, on est au Mali, enfin on est à peu près dans tous les pays d'Afrique. Et donc, on est directement au contact. On a évacué, on a transporté des patients avec le virus. On informe nos clients, on a monté un website d'information sur l'Ebola. On travaille continuellement sur l'Ebola, mais enfin on voit bien, nous on a eu une montée brutale du nombre de cas qu'on a géré au mois d'août, et depuis c'est constant, mais c'est seulement la moitié de ce qu'on avait au mois d'août. Et si on extrapole, parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à des films, à des scénarios de catastrophes de films, est-ce qu'on va vers de plus en plus d'épidémies et de plus en plus mortelles? Ou du moins, on a l'impression qu'on nous annonce des scénarios catastrophes et en général, la réponse est assez efficace. Oui, la réponse sur l'Ebola est efficace. Le Nigeria a été l'exemple le plus extraordinaire. Quand le virus a été, déclaré que certains malades étaient symptomatiques avec le virus d'Ebola, la réponse des autorités nigériennes a été tout à fait remarquable, bien au-delà de ce qu'on imaginait. Et aujourd'hui, l'épidémie est circonscrite enfin, il n'y a pas d'épidémie au Nigeria. Et H5N1, c'était un peu la même chose. On s'est fait très peur. Et au final, bon, ça n'a pas été le drame, heureusement. Non, mais je crois que c'est parce qu'on se fait très peur que ça marche. C'est-à-dire que le risque est absolument considérable. Si on adopte des politiques très claires, très rapidement, on sait aujourd'hui qu'on arrive à contrôler. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'inégalité face à la maladie? C'est-à-dire qu'on a vu qu'en Afrique, c'était les populations les plus pauvres qui ont tout de suite été les premières victimes. Oui, mais c'est pas nouveau. Je veux dire que par là, il y avait déjà des épidémies d'Ebola dans les mêmes régions auparavant. La différence, c'est qu'il
il n'y avait pas de miniers à l'époque, et donc il n'y avait pas d'internationaux qui voyageaient, même les Africains voyageaient moins. Donc les épidémies existaient. Sauf qu'on ne les voyait pas. Mais on les voyait pas, elles n'apparaissaient pas sur la carte. Aujourd'hui, dès qu'il y a un occidental qui est impliqué, soudain, ça apparaît sur le radar. Vous dites que ceux qui voyagent, contrairement à leurs prédécesseurs, comme ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de moins en moins aguerris finalement, de moins en moins préparés, et que là aussi c'est un facteur de risque pour ceux qui les emploient. Tout à fait. Le voyage, que ce soit d'affaires ou de tourisme, est devenu un phénomène de masse. Alors qu'auparavant, le voyage, c'était, en matière d'entreprise, c'était des spécialistes. Il y avait des expatriés qui restaient expatriés toute leur vie, un petit nombre. Il y avait des voyageurs d'affaires qui étaient très spécialisés. Aujourd'hui, tout employé d'une entreprise, même les petites, peut avoir et va avoir l'occasion de voyager à travers le monde. Donc c'est devenu un phénomène de masse. Étant devenu un phénomène de masse, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut former les gens, alors qu'auparavant, c'était des professionnels du voyage. Aujourd'hui, il faut former avant, il faut protéger pendant, et il faut soigner quand il le faut. Alors, autre pilier de votre activité, la sécurité. On a parlé des épidémies. Je ne sais pas si on peut comparer ça à une épidémie, mais il y a un risque, en tout cas terroriste, qui a l'air de grossir. Comment est-ce que vous l'adressez? Et est-ce que, en effet, il grossit? Il y a plus de situations terroristes aujourd'hui qu'hier, parce que le monde est quand même beaucoup moins contrôlé qu'avant. Lorsqu'il y avait un monde bipolaire, c'était beaucoup plus circonscrit. Et encore une fois, en plus, il y avait moins de pays. Aujourd'hui, le risque terroriste est clairement en augmentation. Il est multiforme. Et nous, notre métier, c'est de fournir de l'information aux entreprises et aux organisations internationales pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour que les personnels ne soient pas à risque. Donc ce n'est pas vous qui sécurisez les places, vous les conseillez pour sécuriser leur filiale. On conseille pour sécuriser et après on gère les crises. Et si nécessaire, on évacue, on transporte. Mais supposons qu'il y ait une société qui a un bon marché dans un pays à risque, quelle peut être votre type de recommandation? C'est de lui dire de ne pas y aller ou alors de lui dire en mesurant les risques? Non, nous on ne va pas dire à une entreprise de ne pas y aller. On va lui donner le niveau de risque sur le plan santé et sur le plan sécurité. Et comment y aller? Et donc, comment y aller? On va les conseiller sur ce qu'ils doivent mettre en place localement. Et ensuite, on va leur donner en permanence de l'information, 24 heures sur 24, pour qu'ils aient à tout instant l'information la plus récente sur ce qui se passe là où ils sont. Et enfin, on met en place tous les protocoles afin de pouvoir évacuer et répondre en cas de crise. C'est cas typique d'un pays comme l'Ukraine aujourd'hui, où la situation est... On n'arrive pas à savoir si elle est vraiment stable ou instable. Oui, alors il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui travaillent aujourd'hui à l'international, qui travaillent dans l'est de l'Ukraine aujourd'hui. Donc ça reste quand même très largement domestique aujourd'hui entre l'Ukraine et les Russes. Les entreprises internationales sont peu impliquées là. Vous avez beaucoup plus d'implications en Afrique, par exemple, ou en Asie, où vous avez des gros investissements étrangers, une grosse participation d'entreprises étrangères. Et par exemple, nous, un de nos métiers, c'est d'aider les entreprises chinoises qui maintenant deviennent des multinationales en Afrique et en Asie à mettre en place leurs systèmes médicaux et de sécurité dans les opérations qu'ils ont à travers le monde. Allez, dernière question avant de refermer ce chapitre. Vous citez beaucoup de clients américains. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrents qui font votre métier aux États-Unis? Vous êtes le plus gros? Oui, on a créé ce métier en fait. C'est une expertise française, cette assistance médicale. Les French Doctors, finalement, c'est quelque part le prolongement. Tout à fait. Vous avez business. Vous avez eu l'armée qui a toujours été très très bonne, l'armée française en matière d'urgence. Il y a eu le SAMU qui est une invention française et je dirais peut-être une spécialité française. Ensuite, il y a eu les compagnies d'assurance voyage, d'assistance voyage. Il y a eu Médecins sans frontières, Médecins du monde, donc toute une espèce de filière française. Et nous, je dirais qu'on est un peu la dernière itération où on a transformé ça en ressources humaines pour les grands groupes. Mais vous avez une originalité, c'est de mêler à la fois la santé et la sécurité, ce qui fait quand même un spectre assez large. À partir de 1998, on s'est rendu compte qu'en fait, les situations de santé et de sécurité à l'international s'imbriquaient.
et qu'une situation sécuritaire a toujours un aspect sanitaire, et que souvent des problèmes, par exemple des problèmes d'épidémie, ont un aspect sécuritaire. Et donc mélanger les deux problématiques était logique. Et aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, un petit peu la norme dans notre métier. Parfait. Dernière rubrique, une rubrique qui vous est plus particulièrement consacrée. Bon, on a vu que votre agenda était bien rempli en tant qu'entrepreneur et patron d'un grand groupe international. À côté de ça, vous êtes aussi très engagé. On a vu votre implication, par exemple, auprès de la formation, enfin des lycées français à Londres. Vous avez participé au programme de François Fillon. Vous êtes président des chambres internationales, chambres de commerce et d'industrie internationales, c'est-à-dire les chambres françaises à l'extérieur. Vous participez aussi à différents think tanks. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi finalement vous démultipliez comme ça? D'abord, j'ai toujours fait, depuis toujours, même au début de la création d'entreprise d'International SOS, j'ai toujours, à l'époque j'habitais à Singapour, et toujours consacré un jour par semaine à autre chose. J'ai besoin un jour par semaine de respirer. De respirer et de ne pas être dans le métier. Et je constatais aussi que c'est extraordinairement utile parce que les gens qu'on rencontre dans les autres domaines et les idées qu'on en tire, en fait, on peut les appliquer. Ça vous nourrit très très rapidement à son métier de base. Et donc ça veut dire qu'actuellement vous êtes organisé comme ça, c'est un jour par semaine qui est bloqué pour faire autre chose ou c'est plus réparti? C'est plus réparti parce que c'est pas... Idéalement, ça serait un jour par semaine. La réalité, c'est que... Une nuit par semaine. Voilà, mais c'est un peu l'objectif, c'est que ça représente 20% de mon temps dans des activités annexes que je trouve absolument passionnantes et qui permettent de continuer à être toujours motivé par mon métier de base. C'est ce que vous recommanderiez à tout chef d'entreprise, avoir, autant faire se peut, une activité de type associative ou... Ah, je pense oui. Moi, je trouve que c'est d'abord, quand on est chef d'entreprise, on sait organiser les choses. Et donc, autant profiter de cette expertise, parce que c'est le métier dans des activités associatives qui ont aussi besoin de ce côté organisationnel. On voit beaucoup de gens, beaucoup de situations. Et enfin, si l'entreprise fonctionne suffisamment bien, donc qui permet de libérer un peu de temps, je pense que ça fait partie de ce qu'il faut rendre à la communauté. C'est très américain, là, ce principe. Oui, mais c'est un beau principe, je pense que... Mais d'ailleurs, en France, on le fait. La France est le pays qui a le plus grand nombre d'associations. On n'utilise pas le concept, mais on le fait quand même. Celle qui vous tient le plus à cœur en ce moment, ou dans laquelle vous vous impliquez le plus, c'est quelle activité? Ce sont les chambres de commerce à l'étranger qui ont cette capacité à aider le pays à s'internationaliser. Je pense que c'est un de nos... ça devrait être une de nos obsessions. Au lieu de se protéger de l'étranger, il faut qu'on rentre dans l'internationalisation, sinon on sera les perdants. Comment vous expliquez cette peur de l'étranger qui est assez récente en définitive? Oui, parce que la France avait une vocation universelle jusqu'à longtemps. Pour moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la non-maîtrise de l'anglais. Il y a eu une erreur majeure en France. Au nom de la francophonie, on n'a pas appris l'anglais. Du coup, en n'apprenant pas l'anglais, la globalisation, l'internationalisation s'est faite en anglais. Les Français sont mal à l'aise en anglais et de plus en plus mal à l'aise, contrairement à ce qu'on croit. L'écart entre nous et les autres augmente et ne diminue pas, selon toutes les enquêtes qui sortent. Et donc cette non-maîtrise de l'anglais ou mauvaise maîtrise de l'anglais fait que l'internationalisation est vue comme un souci. Et moi-même qui parlais mal anglais au début de ma carrière, je sais très bien ce que c'est que d'avoir à travailler quand on maîtrise mal l'anglais. Donc cette non-maîtrise de l'anglais. La deuxième, c'est que la France a toujours voulu développer son propre modèle et n'a pas été vraiment intéressée par les modèles étrangers. Moi j'ai vécu à Singapour ou en Grande-Bretagne où c'est assez étonnant. Ils cherchent toujours 3 modèles sur toute question, les 3 meilleurs modèles à leurs yeux à travers le monde et ensuite ils créent leur propre recette. En France, on aurait plutôt tendance à regarder nos 3 propres recettes et choisir celle qu'on veut. Bon, on est trop intelligent, c'est pour ça. En dehors de toute cette activité, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Ah, beaucoup de choses. Du tennis, beaucoup de
beaucoup de tourisme. Ah, vous aimez voyager? Parce que même si vous êtes dans l'avion pour faire une grande partie de l'année, vous continuez à aimer faire le tourisme. Je suis allé au Japon, là, je reviens du Japon, j'ai passé une semaine. Et comme il y avait un lundi férié au Japon, on a pu passer avec mon épouse 3 jours à Kyoto, qui était absolument fantastique. Donc oui, moi je trouve que c'est extraordinaire de découvrir des nouvelles villes, des nouvelles civilisations, et je suis toujours aussi curieux. Et quand vous revenez en France, vous dites, oula, ça tourne au ralenti. Quand je reviens en France, je me dis toujours, on a tout ce que les autres ont. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas parmi les meilleurs. Mais il est clair qu'il y a un grand nombre de blocages et qu'il faut les faire sauter. Et qu'il y a énormément de gens en France qui sont convaincus de ça. Donc, ce qui me frappe, c'est ce décalage entre la classe moyenne française qui est tout à fait consciente et souhaite faire sauter tous ces blocages. Et le discours politique qui dit qu'il ne faut rien toucher. Mais le discours politique et syndical qui est terrorisé à l'idée que 3 personnes aillent dans la rue. Et bien voilà, donc c'est sur cette leçon d'internationalisation qu'on va se quitter. Merci Robert, merci Arnaud Vessier de nous avoir rendu visite. Merci. Pour cette bouffée d'air frais, cette ouverture sur l'international. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.